Et salut la commu, salut camarades, bienvenue dans le Metal Morning Show, nouvelle édition. Merci au public, toujours nombreux à venir assister à cette émission, bien sûr. Le Metal Morning Show, la presque actu du métal comme toutes les semaines. Et c'est une nouvelle semaine qui s'achève ici. Donc du coup, Metal Morning Show, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Et tout de suite, des remerciements. Toujours de plus en plus d'abonnés sur cette chaîne, toujours de plus en plus de likes et de commentaires. Et ça, c'est super cool. Merci beaucoup. Continue à t'abonner, continue à liker, continue à commenter. Parce que je peux t'annoncer que au mois de mai prochain, on aura des beaux cadeaux à t'offrir. On est en train de travailler, toute l'équipe du Metal Morning Show est en train de travailler d'arrache-pied et d'arrache-poil pour pouvoir te proposer de beaux cadeaux au mois de mai. Donc continue à t'abonner, continue à liker et à commenter. C'est pour l'algorithme YouTube, ça fait plaisir et ça nous permet de pouvoir t'offrir de beaux cadeaux. Merci de nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, @Metal Morning Show sur tous ces réseaux. C'est toujours cool de pouvoir discuter et de pouvoir échanger sur ces réseaux-là. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et puis le programme, tu l'as vu, le programme dans la description, tu l'as vu dans le titre de cette vidéo. On va évidemment parler d'actu, on va écouter des nouveautés aussi, on va voir ce qui est sorti aujourd'hui, en ce vendredi 29 mars. Et puis on parlera bouquin en fin d'émission. Pas d'interview cette semaine, mais un bouquin dont je voulais te parler depuis un moment. Donc on en parlera tout à l'heure. Mais il est grand temps, il est plus que temps de plonger dans le bain de l'actu. Ah bah voilà, super, merci. Bravo. La fenêtre du bain de l'actu. Ouais, le bain de l'actu. Le public peut-être peut applaudir pour cette performance. Merci le public. Ouais. Quand il y a le public, il n'y a plus l'actu. Hop, merci le public et on remet l'actu tout de suite. Voilà. On va commencer avec cette info qui est tombée en fin de semaine. Skid Row annonce le départ de son chanteur Eric Grönwall et qui est remplacé par Lady Hale. Alors ça c'est totalement incroyable. On j'avais pas vu venir moi perso. Déjà que Eric Grönwall. Alors j'avais vu Skid Row au Hellfest l'été dernier, c'était vraiment très très bien. J'ai adoré la performance de Grönwall, il apporte vachement d'énergie et la voix est vraiment incroyable de ce mec-là. Donc de revoir Skid Row l'été dernier, c'était vraiment très cool. Je les avais vus à un autre Hellfest il y a quelques années avec le précédent chanteur et c'était quand même beaucoup moins bien, beaucoup plus poussif. C'était pas Sébastien Bach parce qu'ils sont pas reformés encore. Mais voilà, donc Eric Grönwall, très grande voix et il a fait le boulot pour Skid Row. Mais donc du coup il doit être remplacé. Skid Row a annoncé le départ du chanteur Eric Grönwall pour des raisons de santé. Grönwall, qui a rejoint le groupe en 2022, a décidé de se retirer pour privilégier son bien-être et son rétablissement. En son absence, c'est Lady Hale de Halestorm qui assurera le chant pour les prochains concerts du groupe. Grönwall a exprimé sa gratitude pour cette opportunité et a souligné l'importance de donner la priorité à sa santé. Le groupe a exprimé son soutien à la décision de Grönwall et a annoncé son intention de sortir un album live pour commémorer le temps passé ensemble et faire un peu de pognon. C'est toujours bien de faire du pognon. Grönwall a fait part de sa décision dans un communiqué expliquant: j'aime Skid Row, je n'ai que du respect pour les membres du groupe, mais j'aime et je respecte davantage ma santé. Ma santé, attention. Il a insisté sur les défis que représentent les tournées avec un système immunitaire affaibli et sur la nécessité de se concentrer sur son rétablissement complet. Est-ce qu'on a là... Parce que, en fait, Eric Grönwall a eu une leucémie il y a quelques mois, quelques années, et c'est très compliqué de pouvoir mener une vie de tournée et de rockstar, tout simplement, en ayant cette maladie. Donc c'est pour ça qu'il se met en retrait. Malgré son départ, Grönwall a exprimé sa gratitude envers le groupe et ses fans pour leur soutien. Lady Hale, qui remplacera Grönwall, a exprimé son enthousiasme à l'idée de rejoindre Skid Row pour les prochains concerts. Elle a déclaré que c'était un honneur et un privilège de partager la scène avec le groupe et a souhaité bonne chance à Grönwall pour sa prochaine aventure et puis surtout pour sa santé quand même. Donc on va voir on aura sûrement des vidéos, on pourra sûrement écouter des choses quand le Lydie aura pris la place et on verra ce que ça donne. Mais j'ai hâte d'entendre Lady Hale chanter Slave to the Grind, 18, etc. Ça va être très très cool. En tout cas d'entendre ça, puisque Lydie, c'est une de mes voix préférées, si ce n'est ma voix préférée dans le métal, et encore plus dans le métal féminin du coup. Donc que Eric se repose, et puis bonne nouvelle pour Skid Row.
Voilà, ça va leur remettre un petit coup de boost et on verra ce que ça donne avec grand intérêt. Ensuite, Korn. Alors, qu'est-ce qui se passe, Korn? Moi, j'ai lâché, je rappelle, Korn à Follow the Leader. Après Follow the Leader, je n'ai plus suivi ce qu'il faisait. Donc, ça nous ramène à la fin des années 90, tout ça déjà. Korn prépare l'un des albums les plus lourds de son histoire, selon le guitariste Brian Ed Welch. Lors d'une récente interview, le guitariste de Korn, Brian, a donné des informations sur les activités actuelles du groupe et a fait la lumière sur leur nouvelle musique très attendue. Welch a fait part de l'intense dévouement du groupe à son métier, soulignant une approche méticuleuse du son et de la production. Il a déclaré « Nous travaillons passionnément et intensément sur de nouvelles chansons. Nous passons beaucoup plus de temps sur cette nouvelle musique. Nous dépensons beaucoup plus d'argent et nous n'avons pas de maison de disques impliquée. Donc tout vient de nous. » Alors, nous passons beaucoup plus de temps sur cette nouvelle musique. Nous dépensons beaucoup plus d'argent. Moi, j'ai une théorie. Je me pose la question. C'est pas tellement une théorie, enfin, c'est plus une question que je me pose. Je me disais, est-ce que si tu as assez de pognon, est-ce que tu peux percer dans la musique en dépensant assez d'argent, tu vois, pour avoir une promo de mastodonte, pour avoir un son hyper qualitatif avec un super gros producteur, avec une tournée qui va te permettre de faire... voilà. Si t'as les moyens de Metallica, si t'es un groupe inconnu et que tu pars avec les moyens de Metallica, genre Bernard Arnault se dit, ou Bolloré se dit... Bolloré se dit « Attendez, je vais faire du métal chrétien, allons-y !» Est-ce que le fait de mettre un maximum de pognon dans tous les strates de la production et du lancement du projet, est-ce que ça te permet de percer ou pas? C'est un truc que je me pose vraiment la question. Est-ce que même en faisant de la musique pas intéressante, est-ce que ça suffirait pas si t'inondes suffisamment tous les canaux? Alors évidemment, il faut cacher le fait que voilà, il faudrait que Bolloré cache. Enfin, pour ses supporters, il n'y aurait pas besoin de le cacher, mais pour qu'il essaye de nous niquer nous, il faudrait qu'il se cache, quoi. Après, on le saurait, mais est-ce que ça fonctionnerait? Bon, on enlève l'idéologie. Juste, t'as les moyens de Metallica et tu veux lancer un groupe en mettant les moyens de Metallica sur un groupe inconnu. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Même si la musique est mauvaise. Moi, je pense que oui. Je pense qu'avec assez de pognon, en inondant tous les canaux, je pense que ça peut fonctionner. Donc si t'as assez de pognon, bah voilà, lance-toi, ou tu nous le donnes, on va le gérer. Et on va faire un groupe qui va cartonner grâce au pognon. Welch a laissé entendre qu'il s'agirait d'un retour aux sources de Korn. Évidemment, si tu veux participer à ce débat, tu laisses tes commentaires, hein, on en discute dans les commentaires. Welch a laissé entendre qu'il s'agirait d'un retour aux sources de Korn, avec un mélange de Korn vintage et de modernité. Moi, j'ai pas la diff, donc je sais pas. Il a également laissé entendre que le matériel à venir pourrait être le meilleur et le plus lourd depuis des années. Ok. Malgré les revers rencontrés, Welch s'est dit fier de leur progrès et enthousiaste à l'idée de partager leur dernière récréation avec les fans. La tournée d'automne de Korn avec Gojira et Spiritbox a été récemment annoncée. Elle se déroulera dans 25 villes d'Amérique du Nord. Cette tournée marque une étape importante pour le groupe, puisqu'elle coïncide avec la célébration du 30e anniversaire de leur premier album éponyme. Et c'est donc effectivement le... Ah si, j'aimais bien Life is Peachy. Peachy, le deuxième. Mais moi, premier, deuxième, après le troisième... Le troisième, c'est Follow the Leader, on est d'accord. Ça m'a saoulé après. Donc voilà, mais pourquoi pas rejeter une oreille sur cette nouveauté, hein, puisqu'ils ont décidé de retourner aux sources, pourquoi pas, alors que je n'ai pas de place pour mettre mon clavier. Attention, à tout moment, il se passe des trucs. Bon, de toute façon, je n'ai pas besoin de mon clavier, je sais pas pourquoi je m'emmerde. Alors, on continue. Spencer Sotelo, grand vocaliste aussi, Spencer Sotelo de Périphérie, partage un extrait de sa reprise de Given Up de Linkin Park. Alors ça, je voulais voir ce que ça donnait. Parce que Spencer Sotelo, moi j'aime bien ce gars-là, parce qu'il n'est pas prise de tête et il a une super voix, et surtout avec un mec qui s'appelle Chris Lippe sur internet. C'est un mec qui donne des cours de chant, et moi j'avais pris, voilà, figure-toi, des cours de chant avec Chris Lippe. J'ai pris sa formation qui est super intéressante parce qu'elle est très empirique
et elle repose sur les sensations que tu as quand tu chantes et pas sur des concepts musicaux ou des trucs comme ça. Vraiment, tu débloques des sensations quand tu chantes et moi, ça m'a permis de gagner en endurance notamment et en registre et en force aussi. Donc c'est très cool. Et Spencer Sotelo a aussi une formation avec Chris Liepé où en fait il explique comment scrimer, comment lui il travaille son scream et comment on peut l'intégrer, comment tu peux l'intégrer à ton chant, etc. Donc c'est intéressant. Donc, voilà pourquoi je m'intéresse à cette news. Tu vois, à chaque fois je te donne le background, que tu aies le contexte. Sotelo a décidé de revisiter la chanson certifiée diamant des icônes du nu metal. Mais on peut l'écouter ou pas? On peut écouter un truc qui figurait à l'origine sur leur album Minutes to Midnight, bien qu'aucune date de sortie officielle. Ah mais je crois qu'on pouvait écouter un truc. Partageant son engouement, il a exprimé son intention de dévoiler la reprise ultérieurement. Bah merci, super. Parallèlement, Tommy Vext, ancien chanteur de Bad Wolves, a commenté le post en déclarant que si Linkin Park devait un jour se reformer, il considère que Sotelo... J'aime bien toujours ce mot, se reformer quand il y a un mec qui est mort. Tu peux pas te reformer quand il y a un mec qui est mort. Tu peux continuer avec quelqu'un d'autre, mais pas te reformer. Ça... Ah, c'est bon. Alors... Ça a l'air de bien envoyer, hein, parce que voilà, on entend quand même que Sotelo a une grosse voix, a une voix super puissante, mais attention à noter quand même que Sotelo utilise, comment ça s'appelle, ce logiciel qui permet, Autotune, qui permet de corriger les faussetés, donc il l'utilise avec parcimonie pour corriger justement les faussetés qu'il pourrait y avoir, donc attention aussi, faudrait voir en live ce que ça donne, mais c'est déjà une belle performance, mais attention quand même à garder ce petit bémol quand on parle de Spencer Sotelo. Quoi sur le dernier album de Périphérie, il avait dit qu'il avait beaucoup moins utilisé le autotune parce qu'il avait eu beaucoup plus de temps pour travailler ses mélodies. Et donc quand il est arrivé en studio pour enregistrer ses mélodies, il les avait beaucoup plus en tête et dans le corps. Donc ça sortait beaucoup plus facilement. Donc il n'a pas vraiment utilisé autotune sur le dernier album de Périphérie. Mais bon, quand même, attention, hein, n'essaie pas de nous niquer. Hein, on a l'œil, on a l'oreille. Hein. Allez, M. Shadows d'Avenged Sevenfold donne son avis sur Spotify. Toujours intéressant de parler de l'industrie musicale, surtout qu'on est tous un peu musiciens. Donc c'est important de voir un petit peu comment ça évolue. Donc quel est l'avis de M. Shadows sur Spotify qui rémunère très mal les artistes, hein, ça tout le monde le sait. M. Shadows, le chanteur d'Avenged Sevenfold, s'est récemment penché sur les complexités du paysage numérique de l'industrie musicale. Lors d'une interview, Shadows a souligné les défis auxquels les artistes sont confrontés dans le contexte des avancées technologiques en insistant sur la nécessité pour les créateurs de s'adapter et d'innover. Il a exprimé des inquiétudes concernant le modèle. Alors, je déteste le mot s'adapter. Alors quand on dit aux gens il faut s'adapter, ça c'est vraiment un truc, je trouve que ça, le mot start-up, je déteste. Il a exprimé des inquiétudes concernant le modèle de Spotify, notant son expérience utilisateur favorable, mais soulignant ses limites pour les artistes, en termes d'accessibilité aux données et de génération de revenus. Shadows a insisté sur l'importance pour les artistes de garder le contrôle et de favoriser les connexions directes avec les fans afin de garantir une rémunération équitable et des stratégies de marketing efficaces. On l'avait évoqué la semaine dernière avec Dragon Force et Herman Lee qui parlait du fait que les musiciens aujourd'hui doivent être créateurs de contenu sur les réseaux sociaux pour pouvoir interagir avec les fans et proposer autre chose que simplement de la musique à écouter. Donc là, peut-être que M. Shadows rejoint ça aussi quand il dit ça, là, de favoriser les connexions directes avec les fans. Au sujet de la plateforme Spotify, M. Shadows a reconnu qu'elle était pratique pour les consommateurs, mais il a critiqué son manque de transparence. Ok, on vient de le dire, il a mis l'accent sur la disparité entre l'expérience de l'utilisateur et la rémunération de l'artiste en rappelant la prédominance des maisons de disques dans la négociation des accords avec les services de diffusion en continu. Oui, mais même pour les artistes indépendants qui postent directement sur Spotify, t'as une partie... il faudrait que je réétudie... moi, je passe par un truc qui s'appelle OneRPM. OneRPM, c'est gratos pour mettre la musique en ligne sur Spotify, sur les plateformes, etc. Mais le truc, c'est que
quand tu veux récupérer ton argent, ils prennent un pourcentage. C'est un peu comme Bandcamp au final. Mais même en indépendant, sans maison de disque, vu que tu as moins de moyens que les artistes en maison de disque, bah, tu as moins de revenus aussi, parce que Spotify paye pas plus les artistes. C'est pas quand tu as une maison de disque, la maison de disque te prend maximum de pognon, mais quand t'as pas de maison de disque, bah, t'es pas assez connu pour avoir un maximum de pognon. Donc bon, quoi qu'il arrive, on est niqué. Le dernier album, dans la négociation des accords. M. Shadows a également mis en exergue la nécessité pour les artistes de s'adapter à l'évolution des tendances et des technologies afin de défendre leurs intérêts à l'ère numérique. Bon, ben ça oui, il faut que les artistes s'intéressent pour pas se faire avoir, mais c'est compliqué. Les mecs, ils ont pas que ça à faire. Les mecs, ils veulent faire, nous, on veut faire de la musique, on veut pas s'intéresser aux trucs juridiques, on veut pas. Ça, c'est pénible, quoi. Mais bon, il y a un moment, t'es un peu obligé, hein. T'es un peu obligé si tu veux t'en sortir. Et après, ça parle du dernier album d'Avenged Sevenfold. Ok, donc un avis globalement comme tout le monde, quoi. M. Shadows, de toute façon, c'est un peu le monsieur tout le monde du métal, je trouve. Il a pas vraiment de. Tu vois, tu croises ce mec n'importe où, dans un concert, quoi. C'est monsieur tout le monde du métal. C'est peut-être pour ça que ça fait un peu monsieur ombre, parce qu'il est. Tu vois son nom, il reste tout le temps un peu dans l'ombre. Alors, on va parler un peu guitare, avec 2 news qui vont s'enchaîner. Attention, tout est réfléchi dans cette émission. Yngwie Malmsteen parle de son parcours unique en matière d'influence guitaristique et des pièges de la conformité. Alors pareil, ça nous permet peut-être de nourrir notre réflexion en tant que musicien sur comment on crée et comment on fait pour créer et avoir de l'inspiration. Dans un entretien sincère, contrairement aux entretiens non sincères qu'il a donnés jusqu'à maintenant, le guitariste virtuose Yngwie Malmsteen a fait la lumière sur son approche particulière du jeu et sur les écueils et non pas les écureuils que rencontrent de nombreux guitaristes dans leur quête d'originalité. Malmsteen, réputé pour son style néoclassique, a révélé que s'il admire des légendes de la guitare comme Angus Young et Brian May, il n'a pas été directement influencé par eux. Il s'est plutôt inspiré de sa passion pour l'exploration des territoires inexplorés. Explorer des territoires déjà explorés, du coup, oui, c'est un peu moins sympa. De la guitare rock à l'instar des voyages du capitaine Kirk, et non pas du capitaine Kirk Hammett, personnage fictif de la série de science-fiction Star Trek vers l'inconnu. Il fait des voyages comme les mecs de Star Trek. Voilà, Yngwie Malmsteen, quand il joue de la guitare, il fait des voyages comme les mecs de Star Trek. Le maestro attribue une grande partie de sa technique au violoniste virtuose Niccolo Paganini, bien sûr, dont les compositions ont alimenté l'innovation de Malmsteen à la guitare pendant les années 90. C'était très à la mode de faire à la guitare des pièces de Paganini et de dire regarde, je joue du Paganini. Parce qu'il y en a partout. Quand tu joues du Paganini, il y en a partout. Malgré les difficultés liées à l'adaptation des techniques de violon et à la structure de la guitare, la détermination de Malmsteen a repoussé ses limites à donner naissance à son style caractéristique. Tout en reconnaissant l'attrait des grands noms de la guitare, Malmsteen a souligné le danger du conformisme dans le jeu de cette dernière. Il a félicité Steve Vai pour s'être affranchi des styles conventionnels. Vai, il a jamais été dans les styles conventionnels, donc forcément. Et puis en ayant comme formateur de base Frank Zappa, c'était compliqué de tomber dans le conventionnel, même s'il a fait des albums pour Whitesnake et d'autres. Vai, ça a toujours été un mec qui faisait beaucoup. Quand il avait sorti American Leftover ou un truc comme ça, son premier album, c'était déjà le bordel. Donc bon. Donc voilà, Malmsteen félicite Vai, c'est très bien, et il met en garde contre le piège de l'imitation des autres guitaristes, insistant sur l'importance de l'individualité dans la musique. Malgré l'attrait durable de la guitare, il a exhorté les musiciens en herbe à résister au conformisme et à explorer leur propre voie musicale. Voilà. Le message est plutôt cool, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans un seul style, il ne faut pas hésiter à aller explorer d'autres styles, métal ou pas métal, pour pouvoir se nourrir. Et puis tenter des trucs. Ça, c'est pareil pour la guitare, mais c'est pareil aussi pour le chant, c'est pareil pour la batterie. Par exemple, tiens, Dave Grohl expliquait à Pharrell Williams que lui, quand il était dans Nirvana, il dit qu'il n'est pas un bon batteur. Par exemple, dans Nevermind, Smells Like Teen Spirit, le pakong, 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 ça c'était le début du morceau.
quand il fait rentrer la batterie, il expliquait qu'il avait pompé ça sur des trucs de disco des années 80, en fait. Je sais plus quel groupe, mais voilà, donc le disco l'a nourri pour faire Nirvana, et personne s'en s'est jamais rendu compte. Ne s'en est jamais rendu compte. Donc voilà, c'est une bonne réflexion de la part d'Ingui. Merci, c'est important de pouvoir explorer effectivement des territoires inconnus tels Kirk, le capitaine Kirk dans Star Trek, pour pouvoir découvrir évidemment d'autres horizons, et puis s'ouvrir et pourquoi pas proposer des trucs originaux aussi. Il faut faire des trucs qui nous plaisent également. Il faut éviter ça, c'est une grande leçon également des musiciens connus, de pas faire des choses que le public attend, de faire les trucs que toi tu aimes. Voilà. Et justement, Steve Vai et Joe Satriani sont en tournée en ce moment. Ça c'est fou, ça rappelle la grande époque du G3 à la fin des années 90. Regardez Steve Vai et Joe Satriani jouer Enter Sandman à la fin du premier concert de leur tournée commune. Alors allons-y. Est-ce qu'on lit on va regarder ça. Alors. Joe Satriani que j'ai vu cet hiver en live, et c'était très cool. Ça a rappelé comme mon souvenir. Sacré Joe. Vas-y Joe. Joe le taxi Satriani. Joe le taxi Triani. Joe le taxi Triani. Joe le taxatriani. Arrêtons avec ce jeu de mots nul. Eh ben c'est un peu chiant en fait, je vais te dire. Alors ils aimaient bien, quand ils faisaient le G3, ils aimaient bien jammer en fin de concert, faire des trucs et se taper des solos et tout ça. Avec... Ah bah voilà. Allez. C'est drôle. Ouais, c'est drôle. Je pensais que c'était instrumental, mais non, ils ont bien joué, donc ils ont bien tout joué. Enfin, il y avait le chant, quoi. Donc oui, voilà, ok. Est-ce que vous voulez voir le solo, peut-être? Est-ce qu'il fait exactement le solo de Kirk Hammett ou pas? C'est là. Allez vite! On perd du temps. Solo? Ouais, Joe est plus proche du solo originel parce que Kirk Hammett a été l'élève de Joe Satriani. Ça se trouve, les plans qu'il y a dans ce solo d'Enter Sandman, c'est Joe Satriani qui les avait montrés à Kirk Hammett. On sait pas, peut-être. En tout cas, c'est marrant, c'est sympa et c'est toujours cool, je trouve, que les artistes fassent ça quand tu vas les voir en live et qu'ils te font des reprises. Ça marche toujours bien. Allez, on continue. Ah bah tiens, en parlant de Metallica, qui c'est que v'là? C'est Dave Mustaine. Si quelqu'un de la communauté métal agit de la sorte, je m'en fous, mais je ne respecterai pas. Saki Stolis de Rotting Christ évoque la fois où Megadeth a censuré son groupe. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait encore cette fois-là, ce bon vieux Dave Mustaine? Revenant sur un incident passé où Dave Mustaine avait exclu Rotting Christ d'un concert de Megadeth en 2005. Le mec exclut Rotting Christ, vous dégagez! Ah bon?
Tolis a exprimé sa position sur la censure, soulignant sa désapprobation de tels actes tout en maintenant son engagement à rester fidèle aux principes de son groupe. Il a raconté « Il en faut beaucoup pour m'enfoncer. Mustaine a le droit de faire ce qu'il veut. Je n'ai pas aimé l'idée, je n'aime pas la censure, et j'ai mes propres idées à ce sujet. Je ne censurerai jamais quelqu'un, je ne ferai jamais la même chose moi-même, surtout s'il fait partie de la scène métal. Nous sommes des métalleux, nous avons choisi notre propre voie. Nous allons à l'encontre de la société, du système et de tout le reste. Si quelqu'un de la communauté métal agit de la sorte, je m'en fous, mais je ne le respecterai pas. Voilà, c'est tout. Je ne dirai jamais rien d'autre à son sujet. » Alors, donc il n'a pas aimé se faire virer. Malgré l'incident, Tolis est resté ferme dans sa détermination, refusant d'envenimer la situation ou de compromettre l'intégrité de Rotting Christ à des fins personnelles. Il a souligné l'importance de l'authenticité, de la fidélité à soi-même, des valeurs profondément ancrées dans l'identité du groupe. Ok, bah d'accord. Donc il a juste rappelé qu'en 2005, il s'était fait virer par Mustaine. Il a dit, je n'ai pas trop aimé. Bon, je pensais qu'il y avait un peu plus de clash. Sacré Dave, hein. Il y a une compile, il y a une compile sur internet de Dave qui engueule le public. C'est drôle aussi. Bon bah je pensais que ça allait être mieux. déçu de cette news. Allez, Dune. Je pense qu'on prononce comme ça, Dune. Regarde là, en haut. Dune. Moi je prononce comme ça en tout cas. Si c'est pas comme ça, vous me le dites en commentaire. Groupe post-metal, parce que ça j'ai vu passer sur les réseaux pas mal de gens qui en parlaient de ce groupe et je ne sais pas de quoi ça parle. Donc on va aller voir ce que ça donne. Est-ce qu'on a au moins un truc à écouter? Ouais. Ah, vas-y, on va se mettre du son et puis... Vas-y, ça commence bien. « 19 avril » Dune, groupe de post-metal progressif basé à Édimbourg, a dévoilé son dernier single Abode of the Perfect Soul, extrait de son prochain album Void Kind, dont la sortie est prévue, ça me gratte le nez encore, dont la sortie est prévue pour le 19 avril via Metal Blade Records. La sortie d'Abode of the Perfect Soul précède l'album très prometteur disponible en précommande chez Metal Blade. Le troisième album de Dune, Void Kind, promet de mettre en valeur l'évolution du son du groupe et sa narration distincte, poursuivant son voyage conceptuel à travers les thèmes de la religion et de l'exploration multigénérationnelle. Avec un line-up élargi au clavieriste Maxime Keller, Dune vise à offrir une expérience musicale mémorable et immersive à ses auditeurs. Ok. Ça, on va se le mettre là, c'est pour après ça. Et bah ouais, ça a l'air pas mal du tout ça. 7 minutes 34 de plaisir, hein. Ça passe tout seul, hein. C'est une petite pépite, ça. Ça a l'air très très bien. Dune, est-ce que tu connaissais Dune? Tu me le dis en commentaire et puis tu me dis si ça se prononce comme ça ou pas. Allez, super, on adore, on attend l'album. Il est temps, justement, de passer aux choses à découvrir, aux nouveautés de la semaine, sélectionnées avec grand soin par toute l'équipe du Metal Morning Show, au complet. Donc, je te propose qu'on commence par ça. See You Space Cowboy, c'est le nom du groupe. To the Dance Floor for Shelter. Je mets l'accent. C'est le nom de ce titre. Et dans ce titre, il y a un featuring avec Courtney Laplante. Courtney Laplante de Spirit Box. J'ai calé l'intro. Ça, c'est un titre que je t'ai mis dans la playlist Metal Morning Show, dispo sur Spotify. Il est sorti aujourd'hui, ce titre. Attends, hop. Et See You Space Cowboy, c'est un groupe qui est assez vénère. Parce que, en fait, il y a...
la leader du groupe. Attends, j'attends, à un moment ça va péter. Hein. Évidemment, on n'est pas là pour... Ça va péter. This fire started with a small spark. We'll fall apart to the dance floor for shelter. This pulls a passion to ignite the stars. La prod est énorme. This hope's that part. It's never ending. Our heels on top, we're ready to go. Let's see that sound. Alors, See You Space Cowboy, déjà, je pense que c'est une référence à Cowboy Bebop, puisque c'est ce qui est marqué à la fin de chaque épisode de Cowboy Bebop, l'animé japonais. See You Space Cowboy. D'ailleurs, Cowboy Bebop, si tu n'as jamais regardé Cowboy Bebop, fonce regarder cet animé, il est incroyable. Hein. Il y a une sorte de mélancolie qui se dégage de cet animé qui est vraiment très très cool. Ça se passe évidemment dans le futur. Netflix en avait fait une adaptation en live action. Moi j'avais bien aimé, mais les spécialistes n'avaient pas trop aimé. Bref, See You Space Cowboy, donc c'est un groupe qui vient de San Diego, aux États-Unis. Et en fait, Connie Sgarbossa, qui est la leader du groupe, a eu des gros soucis de drogue et en fait elle a fait une overdose sur l'écriture à la fin de l'écriture du dernier album. Donc il parle beaucoup de ces addictions là dans ce groupe là. Et là ils ont sorti, donc avec ce single, ils ont sorti un EP. Parce que malgré tout il y a 3 albums qui sont dispo. Et là on a un EP qui est dispo. Un EP 5 titres hein, avec d'autres featuring à découvrir ce groupe. Mais franchement il y a des trucs à écouter là. Hein. C'est du balèze. Hein. Il y a des ambiances et il y a de l'énergie. En parlant d'ambiance et d'énergie, est-ce que tu connais ce groupe français Resolve? Resolve, je les ai vus cet hiver dans la salle près de chez moi. Et c'était très très bon. Très carré en termes de show et en termes de son. Assez énorme. Set fire to the house, set fire to the house, surrender to the media. Bloodless. Resolve, c'est vraiment une valeur montante du metalcore. Alors moi je vais dire metalcore, si c'est pas le bon terme, tu me le dis dans les commentaires. Hein. Dans le metalcore français. Si c'est bon, c'est validé. C'est du metalcore moderne. C'est validé parce qu'on m'a envoyé les infos. Et on me dit que c'est du metalcore moderne. Hello et Romain vont être contents que j'arrive à comprendre le metalcore moderne. Heureusement que vous êtes là. Ils vont me faire une formation. Romain de Singularité qui m'envoie les infos va me faire une formation sur le metalcore. Et puis il viendra et il fera la formation pour tout le monde. Voilà. Alors, attends, on revient à ça. Resolve. Donc c'est une live session de Resolve qui s'appelle The Fire, The Aftermath, The Everlasting, qui met en avant la sensibilité mélodique du groupe et réunit les morceaux Bloodlust, Continuum et In Stone. Alors on va pas tout regarder, ça fait 12 minutes, mais le groupe nous dit à propos de ça, nous avons toujours aimé faire ce genre de live session, mais cette fois nous sommes passés à la vitesse supérieure en termes de production et d'ambition cinématographique. C'est vrai que c'est très très beau, l'image est super belle, le son évidemment est aux petits oignons, ça fait le café. Ici nous racontons une histoire sans utiliser de mots, ce qui a été un sacré défi, mais qui s'est relevé très gratifiant. Il s'est révélé. Est-ce qu'on pourrait arrêter d'être dyslexique 2 secondes? Nous avons également choisi de jouer les morceaux les plus profonds de notre album Human. Que ce soit pour démontrer toute la diversité de ce disque, mais aussi affirmer une nouvelle fois notre sensibilité mélodique, parce qu'on peut être énervé mais sensible, ok? Cette vidéo est un parfait avant-goût de ce qui attend nos fans sur notre toute première tournée européenne en tête d'affiche. Oui, parce que ils ont fait une tournée française, c'est sur cette tournée que moi je les avais vus. Et voilà, donc je te conseille Resolve qui s'est formé en 2016 et qui a fait ses premières armes avec l'EP Rêverie
en 2017. Et puis, évidemment, là, passage sur la Warzone au Hellfest en juin dernier. Et d'ailleurs, le concert est dispo sur Arte, me dit-on. Et l'album Human, donc salué par la critique, je fais partie de la critique, et par le public, et je fais partie du public. Donc doublement salué en ce qui nous concerne dans le Metal Morning Show. Donc ça, c'est vachement bien. On va le regarder en entier, évidemment, chacun chez soi, Resolve. Et je te conseille de découvrir toute la discographie de Resolve. Est-ce qu'on avait autre chose ? Oui, on avait autre chose dans le même genre. Groupe français également. Attends, ouais, c'est bon. Groupe français également. Last Addiction. Dans cette mouvance metalcore. Voilà, on a quand même de la voix, on a quand même du riff, on a quand même ça envoie le pâté croûte. Alors, on me dit sur ce groupe, donc qui s'appelle Last Addiction, que c'est un titre. Alors attendez, alors ça c'est Ghost. Et on n'avait pas un autre titre, The Pretty Witch. J'ai pas mis le bon. Ah si, c'est ça qu'on m'a envoyé les copains. Attendez, ça vous voyez la suite. Attendez, faites comme si de rien n'était. On va tout faire en... Alors attends, on va faire ça en live, tu sais comment ça se passe dans cette émission. Parce que je voulais mettre l'autre single en fait. Ils m'ont envoyé un autre single, mais là c'est pas le bon lien YouTube. Voilà, c'est celui-là de Pretty Witch que je voulais, qui est sorti il y a 7 jours. Hop, retour au partage bien sûr, retour au plaisir. Last Addiction, donc ce qu'on t'a vu avant c'était le premier single, qui s'appelle Ghost. Oh, un peu plus heavy metal parce qu'ils sont dans une mouvance heavy metal core, on va dire. Alors voilà, ce morceau s'appelle The Pretty Witch. Le morceau d'avant c'était le premier single. Là c'est le deuxième single. Oh, il y a même un petit côté death metal là-dessus. Petit côté death quand même. Petit côté black, petit côté death, blackened. Est-ce qu'on pourrait appeler ça du blackened metalcore ? Tu me dis dans les commentaires ce que t'en penses. Alors voilà, est-ce qu'on peut lire les infos s'il vous plaît au lieu de dire n'importe quoi sur ce groupe ? On nous dit sur ce morceau, donc The Pretty Witch, que c'est un morceau à propos de Lilith. Lilith qui est aussi connue sous le nom de The Pretty Witch, est la première femme d'Adam dans la mythologie, on va dire, des sorcières. Parce qu'ils m'ont écrit en anglais. Pour échapper à la soumission, elle s'est enfuie. Dieu a envoyé les anges pour la rattraper et tenter de la ramener, mais elle a refusé, elle a été bannie donc à tout jamais, et elle a été condamnée à devenir la mère de tous les démons. Donc un petit peu notre maman à tous finalement. Et donc c'est un morceau qui se veut féministe, puisque à un moment où la violence faite aux femmes et les droits des femmes sont remis en question dans cette société, nous dit Last Addiction, eh bien The Pretty Witch est une histoire de femmes et un hymne à la liberté et aux droits des femmes et à se battre pour le droit des femmes. Donc beau positionnement, c'est cool de la part de Last Addiction. C'est un fort noble combat qui est mené là, et on espère qu'il y aura une résonance. Bravo à The Last Addiction. Non, pourquoi je dis il y a Last Addiction. Les mecs se sont formés en 2015. Ils sont là depuis 2016. Et est-ce qu'on a un album qui arrive ? Premier EP qui était sorti en 2019. Nouvel album en 2024. Eh ben on va suivre ça. Tu suis ça sur les réseaux sociaux, etc.
et tu pourras comme ça retrouver Last Addiction. Ouais, c'est vrai que ça me fait un peu penser à Bullet for My Valentine sur certains aspects. C'est ce qu'ils me mettent effectivement dans leur bio. Donc bravo à Last Addiction, c'est très très cool. Ensuite, alors là, petit coup de cœur pour le... Alors évidemment tout ça c'est des coups de cœur, hein, mais attention, tu sais que si tu suis un petit peu cette émission, si tu me connais un petit peu maintenant, parce qu'on se connaît un peu depuis un peu longtemps maintenant, tu sais que j'ai un petit faible pour un truc, c'est l'imagerie et le hard rock un peu années 80, fin 80, 90, avec ces hymnes, tu vois, Bon Jovi, Steel Panther au début quand ils avaient repris leur délire, là c'était un peu ça. Bon là j'en ai pas qui viennent certains trucs de Def Leppard, même si faut plus voir Def Leppard en live aujourd'hui, c'est pas possible. Certains trucs de Whitesnake, mais pas en live aujourd'hui, de l'époque, genre Here I go again on my own. Ça j'adore par exemple. Ce genre de truc ça me fait marrer, ce genre de truc j'adore. Donc là on m'a envoyé un truc, j'y croyais pas. Je vais être honnête, hein, qui c'est qui m'a envoyé ça? Je vais être honnête. Anaïs qui m'a envoyé ça, j'y croyais pas au départ quand j'ai vu le nom du groupe. Le nom du groupe c'est Nestor. Mais là après j'ai vu ça, j'ai dit direct ok. Là j'ai dit ok, on peut pas lutter, on se croirait tu sais dans les montages des films Rocky. C'est complètement ouf. On est totalement dans cette imagerie, c'est super bien fait, hein. T'as vu comme c'est bien fait? On croirait on croirait Rocky quoi. Rocky ou tous les films des années 80 là, Bloodsport, les films de bagarre des années 80, là. Les films de karaté qu'on appelait ça quand on était gamin. Voilà, avec Chris Robertson là, Chris Roberts, je sais pas comment il s'appelle là, Best of the Best. Quand il se bat, attends, quand il se bat, c'est Chris Roberts, il se bat, c'est un truc de kickboxing, c'est un championnat de kickboxing, il se bagarre que ça, et à un moment donné, il se fait péter l'épaule. Mais il dit, ouais, mais je peux plus combattre, je sais pas quoi, il combat avec quand même l'épaule un peu niquée, et puis il y a son pote ou je sais pas quoi qui il s'allonge comme ça, il tend son bras, l'autre il lui remet l'épaule, il lui met les deux bras comme ça, il lui remet l'épaule, bam. Et après, il retourne se battre pour terminer le combat. Putain. Là, quand tu voyais ça quand t'étais gamin, regarde. Tu voyais ça quand t'étais gamin, tu te disais, mais... J'ai envie de faire du kickboxing. Maman, inscris-moi au kickboxing. Et la musique, tout de suite. Après cette digression. Petit Walkman, hein. Pour les plus jeunes d'entre vous, c'est comme ça qu'on écoutait de la musique avant. Et là, bon... Pour la curiosité, tu es venu pour les années 80, tu restes pour la musique de Nestor. Voilà, tous les morceaux années 80 devraient commencer comme ça. Tiens là, quoi, 80, 88 là. On dirait du Survivor, on est bien. Alors on kiffe là, attends, redonne-moi les infos. On kiffe et puis on lit pas les infos. Alors Nestor, le groupe de rock des années 80 dévoile la date de sortie de son nouvel album électrisant et très attendu Teenage Rebel sur Napalm Records le 31 mai 2024. Issu de la vibrante scène musicale suédoise, Nestor vous ramène directement à l'âge du rock. À l'âge d'or du rock, portant sur ses manches en denim des influences allant de Bon Jovi à Aerosmith en passant par Journey et Foreigner. Putain mais là on a envie de... J'ai envie de faire du hockey là avec eux là. Ou du basket ou n'importe quel truc où on perd et à la fin il y a le mec qui nous dit comment gagner. Et on gagne contre le mal.
Nestor remonte le temps et règne en maître sur la musique rock moderne avec des millions de streams sur Spotify et des centaines de milliers de vues sur YouTube. La formation a partagé des scènes avec le tout-puissant Alice Cooper et des grands comme Def Leppard ou Europe, et a même assuré la première partie des légendes Kiss à Stockholm lors de sa tournée en 2022. Nestor, à propos de Victorious, le morceau qu'on écoute nous dit Victorious parle de suivre son cœur et de refuser d'abandonner. Nous appliquons ce principe comme ligne directrice depuis le début de notre carrière, la fin des années 80. Et c'est génial de le résumer dans une chanson comme Victorious. Voilà, on kiffe là. Les trainings montage de Rocky, c'est ça qu'on veut. Alors l'album là, on va le lancer cet album quand il va sortir. Aïe 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 aïe. Quel kiff. Voilà, je te laisserai découvrir Nestor. Alors évidemment, le nom pour nous en France est assez mal connoté, puisque moi tout de suite, en plus années 80-90, Nestor, moi je pense à Nestor Burma, ce fameux... excusez-nous Nestor, on adore la musique, mais Nestor Burma, ce fameux... est-ce que vous vous souvenez, ce fameux enquêteur des années 80-90 qui passait sur la télé française, Nestor Burma, bien sûr. Attends. Oh putain, on va se remettre un coup de Nestor Burma, tiens. Attends, voilà. Nous, Nestor Burma, c'était ça, si tu veux. Là, c'est la même imagerie, hein. Mais bon, si tu veux, bon, alors voilà, Nestor, moi, ça me fait penser à ça. Donc Nestor Burma, un détective privé créé par l'imagination créatrice du célèbre écrivain français Léo Mallet. Nestor Burma est un détective charmant et plein d'esprit, dont les capacités extraordinaires aident à élucider les crimes les plus mystérieux. Macro au 20 planques. Nestor Burma joué par... C'était qui déjà? Dis-le-moi en commentaire qui jouait Nestor Burma. Ça nous fait un petit jeu comme ça. Est-ce qu'on peut voir Nestor Burma s'il vous plaît? Aurore, c'est celle de... Rapidement, il est là. Guy Marchand, oui, Guy Marchand, tu l'as mis en commentaire, bravo. Le v'là, Nestor Burma. À gauche, c'est une amie, je suppose. Non, une camarade du lycée, Voilà. Marion Fontana, je crois. Voilà, excusez-nous. Excusez-nous, Nestor. C'est pas contre vous, hein. Vous savez, dans cette émission, on a du mal un peu à rester sérieux. Je voulais faire court, je ferai pas court en fait. Allez, on termine avec deux sons stoner. Avec Isaac, groupe italien. On peut pas faire plus stoner sur ce morceau. Rapidement s'il vous plaît. Donc le morceau s'appelle The Whale. Et ça fera partie en fait d'un split album avec le groupe Geezer. Donc je voulais t'en parler parce que ce morceau est très très bon. Et on peut pas faire... c'est l'essence même du stoner, alors on peut pas faire plus stoner. Et donc l'album, le split album sortira le 17 mai chez Eric Six Sounds. Et évidemment, on peut... en fait, ils ont été plus ou moins reconnus par Small Stone Records, qui est quand même le label de référence dans le stoner. Donc je t'invite à découvrir Isaac. On va essayer de boucler cette émission proprement. Et puis évidemment, je voulais pas partir sans te faire écouter le nouveau Fu Manchu. Là aussi, on peut pas faire plus stoner. C'est les papas, en gros, du stoner, hein, du desert stoner. Et on est très content qu'ils reviennent avec un nouveau titre. Ils seront en Europe, mais surtout en Allemagne en vrai. Donc Fu Manchu, ça c'est également un album qu'on attend avec grande impatience dans l'équipe du Metal Morning Show. Le Zodiac étant un tueur aux États-Unis, un tueur en série, est-ce que ça a un rapport ou pas? On ne sait pas, peut-être. En tout cas, c'est à suivre évidemment pour
pour cet album de Fu Manchu, les boss donc du Desert Rock. Et qui dit désert, évidemment, dans cette émission, tout est pensé, toutes les transitions sont réfléchies, comme tu peux le remarquer. Tout est écrit, évidemment, par une palette d'auteurs talentueux. Et donc, du coup, je voulais te parler de ce bouquin, Satan dans le désert, en français, de Boston Terran. En anglais, ça s'appelle God is a Bullet. Et je te lis le résumé, après je t'en parle. 1995, déjà, ça part bien. Aux confins du désert californien, Gabi, 14 ans, est kidnappée par un psychopathe ultra-violent et sa secte satanique. L'insondable scène de carnage laissée par les ravisseurs ne livre aucun indice. La police patine, sûrement parce qu'il n'y a pas Nestor Burma. Le sort de la jeune fille semble scellé. Fou de désespoir, son père, Bob Hightower, le flic local, se voit obligé de faire confiance à une ancienne adepte du culte, Case Hardin, une ex-junkie avec des comptes à régler. Leur quête commune ne tarde pas à se transformer en une traque sauvage, marquée par la drogue et la violence, qui les oblige inexorablement à regarder le diable dans les yeux. Ouais. Satan dans le désert, Boston Terran. Boston Terran, on ne sait pas trop qui c'est. C'est un auteur américain, mais il est assez énigmatique. C'est peut-être un politique. On ne sait pas si c'est un politique américain, mais il y a très peu d'infos sur lui qui circulent. Et là, ce qui se passe avec ce bouquin, c'est qu'il est très très cool parce que tiens, regarde, Harlan Coben, que tu connais sûrement. Harlan Coben, si tu aimes les polars, dit un seul mot, waouh, une explosion, un coup dans les tripes, un tour de force du début à la fin. J'ai pris une claque à chaque page et j'en suis encore KO. C'est violent. C'est vénère, on dirait c'est comme si c'était un film de Tarantino et de Robert Rodriguez. Donc c'est très très cool à lire, ça se lit hyper facilement. Les personnages sont un peu stéréotypés, mais c'est ce qu'on veut quand on lit ce genre de bouquin. C'est violent, ça parle de satanisme, ça parle de tatouage, de se faire tatouer dans le désert. Le mec qui se fait tatouer la gueule dans le désert pour pouvoir entrer dans la secte et s'infiltrer. Il y a de la bagarre, il y a de l'amour, il y a du sexe. Donc c'est très très bon. Je te conseille ce bouquin par exemple pour les vacances de printemps qui arrivent. Boston Terran, Satan dans le désert, God is a Bullet. En anglais, validé par Harlan Coben et par le Metal Morning Show. Voilà, bravo. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui, on en a assez fait. Je te remercie d'avoir suivi le Metal Morning Show pour aujourd'hui. On va faire une petite pause, on reviendra d'ici 3 semaines, je pense. Et puis, tu viens sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, et tu t'abonnes, et tu likes, et tu commentes. Voilà, merci la commu, merci les camarades. Je vous souhaite une bonne semaine à venir, et à bientôt dans le Metal Morning Show.